l'arène de l'existence, il existe un seuil de folie que peu osent franchir. Un endroit où la survie n'est plus une option et où la mort devient l'ultime médaille. Cette semaine, le monde a tremblé devant un discours qui défie toute logique humaine. Parfois, pour atteindre les sommets de son domaine, il faut embrasser une forme de démence pure. Dépasser ses propres limites, briser sa propre mentalité. C'est ce qui se passe actuellement sur le front de l'Est. Kim Jong-un a félicité ses troupes, mais pas pour une victoire stratégique. Pour quelque chose de bien plus sombre, il a célébré des soldats qui ont choisi de s'atomiser avec leurs propres grenades plutôt que de battre en retraite. Absurde? Malade? Ou est-ce le plus haut degré de loyauté qu'une nation puisse exiger? Bienvenue dans cette analyse profonde. Avant de plonger dans les racines de ce sacrifice, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. En plein conflit entre la Russie et l'Ukraine, le leader nord-coréen a dressé une carte du courage bien particulière. Dans son dernier discours, il a qualifié de héros ceux qui n'ont pas hésité à se faire exploser pour défendre le grand honneur. Imaginez la scène, la pression des lignes ukrainiennes qui avancent, l'étau qui se resserre. À seulement 10 mètres de l'ennemi, le choix est binaire, la reddition pour survivre ou l'explosion pour l'éternité. Kim Jong-un a été clair, ceux qui choisissent la grenade sont les piliers de la nation. 15 000 hommes auraient été envoyés vers les zones de l'Ouest, à Kursk. Parmi eux, déjà 6 000 seraient tombés. Mais la consigne des services de renseignement est formelle, ne jamais être capturés, leur sacrifice sans attente de récompense. C'est là le plus haut niveau de loyauté. On parle ici d'un état d'esprit qui dépasse l'entendement. Un soldat qui meurt ne cherche pas à rentrer. Ce n'est pas qu'une question de discipline militaire, c'est une question de refus absolu de l'humiliation. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un soldat à Kursk, il faut remonter le temps, là où la mort était préférée à la honte. Pourquoi choisir la mort? Pour les Nord-Coréens, être capturé, c'est devenir un instrument de propagande pour l'ennemi. La torture est une certitude, mais la trahison est une tâche indélébile sur le nom de la famille. Des drones ukrainiens ont filmé l'impensable, des soldats blessés, acculés, serrant leurs propres camarades avant de dégoupiller. Partir ensemble, ne laisser aucune issue, c'est une fraternité de l'abîme qui glace le sang des observateurs internationaux. Cet état d'esprit n'est pas une invention moderne. Il s'appuie sur 4 piliers: l'honneur, l'idéologie, la loyauté absolue et la peur. À l'opposé, dans d'autres régions du monde, l'uniforme est parfois un simple vêtement, un outil de pouvoir contre les civils. Mais quand l'adversaire est aussi formé, aussi armé, le courage s'évapore si la racine de la conviction est absente. Pour trouver l'origine de cette vague de fer, il faut regarder vers l'Est, vers le Japon de la Seconde Guerre mondiale. Connaissez-vous le code Bushido? La voie du guerrier. Un code où la reddition n'existe pas. Pour un samouraï ou un soldat impérial, tomber entre les mains de l'ennemi était la honte suprême. À Seppan et Okinawa, l'histoire a bégayé. Des civils et des militaires se jetèrent des falaises pour échapper à la capture. C'est cette même psychologie radicale que nous observons aujourd'hui. Une volonté d'acier difficile à assujettir. Les kamikazes. Ces pilotes qui transformaient leurs avions en bombes humaines pour l'empereur. Et le seppuku, le rituel. Une manière de reprendre le contrôle sur sa propre fin quand tout est perdu. Kim Jong-un ne fait que réactiver ces vieux démons de l'honneur asiatique pour cimenter son armée. Mais pourquoi cette loyauté extrême semble-t-elle absente d'autres horizons? Pour comprendre la passivité ou la division, il faut regarder une autre forme de guerre, celle qui ne vise pas les corps, mais l'esprit. Une guerre psychologique théorisée il y a des siècles. Cela nous amène à une histoire sombre et controversée. La lettre de Willie Lynch. En 1712, ce propriétaire d'esclaves britanniques aurait expliqué comment contrôler un peuple pendant des siècles. Sa méthode, ne plus utiliser la violence physique, mais la psychologie et la division. Le principe est simple mais dévastateur. Diviser pour mieux régner. Opposer l'homme à la femme. Briser la structure familiale pour que personne ne puisse donner d'ordre. Regardez certaines communautés aujourd'hui. L'absence du père est devenue une norme tragique. Quand la famille est brisée, la résistance collective s'effondre. C'est l'héritage de Lynch. Lynch voulait aussi créer un conflit interne. Les peaux claires contre les peaux foncées. Une stratégie pour s'assurer que les esclaves ne s'unissent jamais contre le maître. Mais il fallait d'abord briser la femme, car c'est elle qui élève les enfants et leur apprend l'obéissance. Dans l'histoire, certaines cultures ont refusé ce déshonneur. Les Amérindiennes préféraient ôter leur propre vie. Pour elles, la capture était un déshonneur inéluctable, un esprit proche du Bushido. Mais le système Lynch a trouvé un moyen alternatif, l'humiliation publique pour instiller une peur éternelle. Briser l'homme le plus fort devant tout le monde, le réduire à néant pour que les autres tremblent. L'objectif, créer des êtres dépendants pour les 300 prochaines années. Est-ce que ça a fonctionné? Contrairement aux Amérindiennes ou aux samouraïs, beaucoup ont fini par accepter l'humiliation par peur de l'ombre. Aujourd'hui, cette peur de mourir est le moteur d'une géopolitique de la soumission. Mais le courage, lui, est contagieux. Pourquoi des millions de personnes ont-elles accepté les cales des navires? Où était l'esprit chevaleresque à ce moment-là? La vérité est dure. On préfère souvent une douleur longue et humiliante à une mort brève et honorable. Regardez certains militaires aujourd'hui, forts contre les civils désarmés mais
fuyant dès que l'ennemi répond. On les connaît, la guerre commence, et ils ont déjà leurs vêtements civils sous l'uniforme, prêts à déserter. Le courage vient souvent du voisin. Si ton frère d'armes est un lion, tu deviendras un lion. S'il est un poltron, tu seras seul. C'est cette psychologie que Kim Jong-un a verrouillée. En Corée du Nord, on meurt ensemble pour ne pas souffrir seul. Pendant ce temps, ailleurs, la division règne. On se bat pour des cultures, des religions, téléguidées par des puissances lointaines. Washington, Moscou, les pions bougent sur l'échiquier pendant que les peuples tremblent devant la mort. Kim Jong-un vient de célébrer ses hommes, ceux qui s'explosent en embrassant leurs frères pour protéger l'intégrité de la nation. C'est une façon de réfléchir qui est profonde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est solide au point de changer le destin des nations. Et vous, qu'en pensez-vous? La survie à tout prix vaut-elle le sacrifice de l'honneur? Dites-le nous en commentaire. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez ce récit. Parce que comprendre le monde, c'est d'abord comprendre les forces qui agissent dans l'ombre. À très bientôt.